Chers amis, malgré les débordements du conférencier précédent, nous avons maintenant une table ronde tout à fait passionnante sur 10 ans de transport maritime. Et donc, je vous demanderai de reprendre le plus rapidement possible vos places de manière à avoir le temps de traiter ce sujet très important. J'attaque. J'y vais. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'ouvrir la première table ronde des rendez-vous de l'assurance transport sur un thème aussi ambitieux qu'est le monde du transport en 10 ans. De nombreux thèmes, tant économiques, géopolitiques qu'assurantiels ou juridiques, ont jalonné les précédentes éditions. La matière était riche et pouvait donner le vertige. Nous avons donc fait des choix. Nous allons tenter en un temps record de résumer les évolutions marquantes de cette décennie, mais également de faire un peu de prospective. Nous sommes dans un monde en mouvement perpétuel qui va vite, très vite. Nous verrons dans un premier temps que la multiplication des foyers de croissance, l'évolution des besoins des populations tant en matières premières qu'en produits finis, la globalisation ont des conséquences tant sur les échanges que sur la nature des flux. Nous ferons également un focus sur le transport aérien de passagers où là aussi le marché a évolué. Nous nous attacherons ensuite à faire un point sur le gigantisme. Où en sommes-nous de cette course effrénée évoquée lors des tout premiers rendez-vous? Au-delà du gigantisme, nous évoquerons bien évidemment la surcapacité et ses conséquences, l'une d'entre elles étant la rationalisation des flottes. Enfin, il nous a paru important de conclure sur l'évolution des risques pour lesquels nous prendrons quelques exemples concrets et nous toucherons un peu du doigt l'assurance. Alors, comme vous pouvez le constater, le programme est dense, le timing serré. Nous avons quelques slides de présentation qui sont juste un support, donc restez bien concentrés sur nos intervenants. Nous avons la chance d'accueillir pour cette table ronde 3 experts. Paul Touret, docteur en géographie de l'Université Paris 8, expert des industries maritimes, navales et portuaires. Il est directeur depuis 2002 de l'Institut supérieur d'économie maritime. L'ISEMAR a développé une expertise de référence sur l'économie maritime internationale. À ce titre, Paul Touret dirige les études et la publication de l'ISEMAR, les notes de synthèse, qui diffusent une information analytique sur divers aspects du transport maritime, du développement portuaire et des questions réglementaires. Jean-François Lambert est l'animateur de Lambert Commodities, une société de conseil sur les financements des matières premières et dans le domaine du commerce international. Avant cela, Jean-François était directeur général, responsable mondial des activités de financement des matières premières qu'il a créé pour le groupe HSBC. Auparavant, il a occupé de nombreuses fonctions pour ce groupe, notamment à Londres et à Hong Kong. Jean-Yves Gross a fait l'essentiel de sa carrière dans le groupe Air France, où il a occupé de nombreux postes marquants de 1994 à 2013. Tout d'abord en tant que DRH personnel navigant, puis directeur général adjoint de la politique sociale. Il a été par la suite directeur général de l'Aéropostale, puis d'Air France Consulting, puis directeur du contrôle des opérations d'Air France et enfin PDG de Régional, une filiale désormais intégrée dans HOP. Aujourd'hui, Jean-Yves est membre de l'Académie de l'air et de l'espace et président d'Aviation sans frontières. Nous avons également parmi nous un opérationnel, Simon Roy, qui a toujours évolué dans le monde du transport et de la logistique. Tout d'abord chez Dasha Group, puis Excel Group, et enfin, depuis 2006, chez DHL Global Forwarding, filiale de la Deutsche Post,
un des acteurs majeurs du freight forwarding, numéro 1 mondial en aérien et numéro 2 mondial en maritime. Aujourd'hui, Simon est vice-président de VP Ocean Freight du groupe DHL Global Forwarding en France. Je vous propose désormais d'entrer dans le vif du sujet. Donc nous allons débuter par un point sur les flux de marchandises, plus particulièrement sur les trafics de grands pondéreux. Donc je laisse à Paul la parole. Alors évidemment, bonjour à tous. Après M. Chalmin, j'ai un peu l'impression de peut-être être redondant, mais heureusement, à l'ISEMAR, on sait faire quelque chose, on sait faire des courbes et des graphiques. Donc voilà, je vous présente un petit peu la tendance sur ces... Alors on est parti sur 20 ans, sachant que les 10 ans étant au milieu, et l'important c'est de comprendre un peu où on est dans le transport maritime. Vous l'avez tous compris, l'hyperdéveloppement du transport maritime, sous le signe de la globalisation depuis une quinzaine d'années, a donné des volumes conséquents, puisqu'on est maintenant à presque 12 milliards de tonnes, peut-être 12,3 je pense à la fin de l'année. Une tendance de fond, évidemment, c'est le poids des grands vracs, et ils sont notamment dans mon dos. Alors sur le pétrole, on l'a dit, un certain équilibrage, parce que vous savez qu'à chaque fois que vous faites des économies, vous, d'énergie, en général, il y a des gens dans le monde qui consomment à votre place. Donc ça veut dire que le volume de pétrole est relativement équilibré, mais avec un décalage des productions. On voit que les raffinés sont en échange de plus en plus nombreux parce que le produit fini a des trafics plus élevés. On voit le poids du fer avec la Chine, le charbon, et puis on y a mis aussi les conteneurs parce qu'ils sont sur le graphique. Ce que je vais vous dire, c'est important, et notamment dans le terme de l'assurance, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement, si on prend 8 milliards de tonnes de marchandises de pondéreux, on a à peu près 2 milliards de tonnes qui sont pilotées par la Chine et 1 milliard de tonnes pour l'Europe. Et c'est sans doute une des grandes changements sur la dizaine ou quinzaine d'années, c'est ce poids de la Chine qui fait qu'aujourd'hui, un très grand nombre de navires se dirigent vers l'Extrême-Orient et donc sont souvent encore opérés par des opérateurs européens, mais en tout cas pilotés par des chargeurs chinois ou asiatiques, puisqu'on sait aussi le poids que peut avoir Taïwan, la Corée et le Japon. Donc voilà à peu près pour ça. Sur les grandes routes maritimes, notez aussi ces flux nouveaux, puisque la Chine a tendance à aussi disperser ses approvisionnements. On l'a vu notamment avec l'émergence du soja et du fer brésilien ces dernières années, ce qui fait cette grande route maritime par le sud de l'Afrique. Et puis des phénomènes comme ça qui arrivent un peu sans qu'on les ait vus arriver et qui nous surprennent. Par exemple, la grande demande évidemment de bauxite des Chinois et l'explosion du marché guinéen vers la Chine avec des navires plus gros qui sont chargés au large des ports de Guinée. Et donc voilà, des phénomènes qui arrivent dans les vracs aussi. Il n'y a pas que la conteneurisation, on l'a dit dans les volumes tout à l'heure, les vracs, mais il y a aussi des phénomènes nouveaux, des routes nouvelles, des opérateurs nouveaux, des demandes nouvelles, ce qui fait que ces marchés évoluent relativement rapidement avec non pas une forme d'instabilité, mais en tout cas une forme de dynamique relativement diversifiée. Puis je finirai juste pour un chiffre pour rappeler aussi que la Chine est devenue le premier importateur de pétrole, même si en zone économique c'est derrière l'Europe, puisque l'Europe c'est 500 millions de tonnes pour 400 millions de tonnes pour la Chine. On voit l'émergence de l'Inde, que ce soit dans le pétrole et dans le charbon. Donc voilà, pour dire un bilan des vracs qui fait qu'une géographie, des volumes qui ont évolué, mais aussi une géographie qui évolue, et donc des routes maritimes, des opérateurs, ce qui fait qu'évidemment cet ensemble a bien changé depuis 10 ans, et pas uniquement pour des raisons quantitatives. Jean-François, le professeur Chalmin a pas mal développé les matières premières, mais on aimerait bien avoir aussi votre vision sur ce point. Oui, je crois que mon maître Philippe a tout dit, mais je vais simplement essayer d'éclairer un peu tout cela. Je pense que les éléments considérables, si on regarde les différents secteurs et si on regarde d'abord le secteur du pétrole, c'est effectivement le fait que les États-Unis sont devenus un acteur majeur, le premier producteur du monde, comme l'a dit Philippe. Mais l'élément pratique, je crois, la conséquence pratique de cela pour le secteur du transport, c'est le renversement des lignes et des directions, qui est absolument fascinant. J'avais un élément que je trouve tout à fait intéressant. En 2008, les flux de pétrole qui allaient du Moyen-Orient à l'Afrique vers l'Amérique du Nord représentaient 4,5 millions de barils par jour. En 2018, ces mêmes flux, donc ceux qui vont du Moyen-Orient, de l'Afrique vers l'Amérique du Nord, ne représentent plus que 2,3 millions de barils par jour. 4,5, 2,3.
Si maintenant je regarde les autres flux, je prends les flux qui viennent des Caraïbes, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, de l'Afrique vers l'Asie, alors là, en 2008, ces flux étaient de 1,7 million de barils par jour. Aujourd'hui, ils sont de 5 millions de barils par jour. Vous voyez, ça éclaire tout à fait ce que disait Paul. Les routes ont complètement changé. Donc ça fait des conséquences extrêmement fortes. Par exemple, le Nigeria qui livrait il y a une dizaine d'années 40 millions de barils, 40 millions de tonnes 40 millions de barils aux États-Unis par an, en livre moins de 10. Le Venezuela, pour des raisons diverses, mais il y en livrait également 40 millions et en livre moins de 20. Donc l'autre grande tendance, bien sûr, c'est le gaz. Et là, on en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais là aussi, nouveau flux. L'Australie devient un exportateur de gaz majeur, va probablement passer devant le Qatar, qui était le premier exportateur mondial. Et donc là aussi, on va avoir des flux. L'autre élément intéressant, c'est que dans le secteur du gaz et du gaz liquéfié, la grande tendance, enfin la norme, c'était des contrats long terme. Donc on avait des contrats très longs, très établis, très réguliers. Donc comme ça, des acheteurs tels les Coréens, tels les Japonais, passaient des accords avec des grands producteurs. Tout ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, on rentre dans un nouveau marché à côté de celui-ci, qui est le marché du spot, et notamment du marché du spot en Asie. Quelle est la conséquence au niveau du transport? C'est que, par exemple, des Japonais, qui, bien sûr, s'étaient engagés à long terme à acheter le gaz, aujourd'hui, veulent le réexporter, veulent pouvoir avoir la flexibilité. Donc on va avoir des nouveaux flux qui vont apparaître, qui vont être des flux de gaz qui va être, disons, du gaz australien qui va aller au Japon, mais les Japonais, eux, n'en ont pas besoin, et donc vont le négocier sur d'autres places. Donc vous voyez une multiplication des flux, et là vous allez avoir un développement formidable, et Philippe l'a montré sur l'Asie, mais qui va s'accélérer au cours des 10 prochaines années. Alors, est-ce que ça veut dire, je veux dire un mot sur le charbon quand même, est-ce que ça veut dire que le charbon on va assister au grand remplacement du charbon par le gaz par exemple? Alors, on sait très bien que c'est la tendance, mais est-ce que dans les faits, est-ce que ça se réalise? Ce qui est intéressant, c'est que le poids du charbon dans les pays de l'OCDE, en 2016, représentait 35% du mixte énergétique. Et en 2040, d'après BP fait une étude fantastique chaque année qu'il faut vraiment avoir. Elle est tout à fait disponible sur étagère, sur Internet. Ils font une étude de prospective sur les évolutions des marchés énergétiques. C'est fascinant. Et ce sera en 2040 15%, de 35 à 15%. Pour la Chine, on va passer de 70% dépendance énergétique, 70% du charbon, le gaz c'est simplement 6 aujourd'hui, d'accord, à 40. D'accord. Donc en fait, oui, là on voit l'émergence d'un grand remplacement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le reste de l'Asie, ce qui est prévu, c'est au contraire une croissance de l'utilisation du charbon de 40 à 50% de leur mixte. Vous voyez que les choses ne sont pas aussi blanches et noires qu'il n'y paraît. En clair, cela signifie que ce sont des tendances longues qui sont en train de s'amorcer, ce ne sont pas des révolutions, ce sont des évolutions. Et donc, sur le plan des transporteurs, c'est à mon avis quelque chose d'important à prendre en compte. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après, il y a beaucoup de choses à dire sur d'autres marchés, mais... Ce serait bien d'avoir un peu votre vision sur les effets des sanctions, sur les flux, et la guerre du trade également. Alors là, Philippe en a beaucoup parlé, donc je ne veux pas non plus revenir trop là-dessus, mais on est rentré dans un monde, de mon point de vue, qui est une nouvelle normalité.
Nous étions dans une globalisation très harmonieuse et très nécessaire, hein, avec les chaînes d'approvisionnement. Enfin, notre ami de DHL en sait quelque chose. Mais nous rentrons aujourd'hui dans un monde où les égoïsmes sont en train de prendre le pas et en train de compliquer considérablement les flux. Alors, en pratique, tout peut arriver au niveau des guerres économiques. Le problème des guerres économiques, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter. On sait comment les commencer, mais on ne sait pas s'arrêter. Quand le génie du protectionnisme est sorti de la bouteille, il est extrêmement difficile de le faire rentrer. Mais on peut avoir des disruptions très intéressantes. Cela dit, à la fin des fins, il y a une réalité très simple en matière de matières premières, me semble-t-il, c'est que ou vous l'avez, ou vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, il faut vous la fournir de toute manière, et de manière réaliste, et donc les matières premières ne sont pas produites par tout le monde, donc du coup il y a cette dépendance, et donc il y a une réalité derrière, il y a un réalisme nécessaire. C'est-à-dire que Philippe a parlé de l'acier, Philippe a parlé de l'aluminium, l'acier, les aciers de qualité, les Américains n'en ont pas. Combien de temps va-t-il falloir pour que les États-Unis, à supposer qu'ils puissent le faire, puissent développer une industrie de l'acier sophistiqué? Ça va prendre des années. On est en train de parler de cycles longs. Donc pendant ce temps-là, il va bien falloir acheter l'acier quelque part, il va bien falloir l'acheter en Europe, il va bien falloir l'acheter peut-être en Chine même, et donc en payer le prix. Donc en fait, ce qu'on risque d'avoir, ce n'est pas forcément des flux qui s'écroulent, mais des flux qui deviennent plus chers, qui deviennent et probablement pour les acteurs, mais on en parlera plus tard, des opportunités d'arbitrage plus importantes. Alors, si nous basculons maintenant sur les flux de conteneurs, après le vrac, la fameuse boîte métallique, Paul, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? On va garder d'abord la belle courbe jaune là, pour montrer un petit peu comment ça a évolué. Alors, vous voyez bien un doublement sur 20 ans, quadruplement sur 20 ans, doublement à partir de 2003. Vous remarquez aussi la belle baisse de 2008 et puis quelques phénomènes. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que vous êtes acteurs directs de la conteneurisation. Hein. Toutes les semaines, en général, vous achetez des biens manufacturés internationaux. Donc vous êtes vous-même des acteurs. Pour vous dire d'ailleurs, 25% des échanges conteneurisés ont pour origine la Chine. Ça, vous le savez quand vous retournez les cartons et vous regardez les étiquettes. Mais aussi 10%, alors 10% finissent en Europe. Vous voyez, sur 200 millions de conteneurs, ça fait à peu près 20 millions de conteneurs qui finissent sur les marchés européens, mais aussi 16 millions de conteneurs exportés par l'Europe. On l'oublie souvent, mais l'Europe est une puissance exportatrice. Alors on y trouve de tout, hein. On y trouve presque des biens de premier usage vers les marchés du Sud, jusqu'aux produits de luxe ou aux produits industriels sophistiqués ou de qualité vers l'Extrême-Orient. Et c'est relativement important, notamment quand on parle d'assurance, parce qu'on a ces produits. Alors, en plus, c'est les Européens pilotant les deux marchés. Hein. L'import, par exemple, de la grande distribution pour les Made in China, et puis les grands producteurs européens, encore une fois, de luxe, d'eau minérale ou de mécanique, vers les marchés asiatiques. Donc, c'est des choses. Et puis, pour finir, ce monde un peu incertain, puisque la crise de 2008, on s'en souvient bien, mais la crise de 2011 et le ralentissement européen, notamment méditerranéen, et on ajoutera aussi une crise qui n'est pas facile à comprendre, hein, la crise de 2015, au moment où l'euro et le dollar se sont un peu ajustés. On a vu à peu près 400 000 conteneurs de moins sur le marché européen dus aux importateurs européens et 300 000 du côté russe à cause de la crise russe. Et on voit bien que la crise de 2015, cet ajustement euro-dollar, ce n'est pas facile. Et pourquoi ce n'est pas facile ? Parce qu'il n'y a aucune prévision des armateurs qui a pu l'envisager. Personne ne l'a vu à l'époque. Et on voit bien, pour finir ma phrase, c'est que les armateurs ont beaucoup de mal à piloter en fait, l'avenir des flux pratiquement semestre après semestre. Et donc, la grande difficulté d'envisager pour les armateurs les évolutions. Et vous voyez, cette année, on a parlé un petit peu des difficultés avec le prix du pétrole, mais aussi quelques ralentissements. Une seule information, 1,5% de croissance seulement sur les 4 premiers mois pour la conteneurisation entre l'Europe et l'Asie. Encore une fois, c'est très difficile pour les armateurs de savoir semestre après semestre. Et je retiens une phrase qui a été dite tout à l'heure. Hein. D'une manière générale, très difficile de savoir l'avenir, mais pas sur 10 ans, de semestre après semestre. Alors imaginez quand vous êtes armateur et que vous avez dépensé des milliards de dollars en navires ces dernières années. Jean-François, vous vouliez ajouter ? Je peux dire un mot sur les compteurs parce que un des phénomènes intéressants en matière de matières premières, c'est l'utilisation de plus en plus grande des conteneurs pour transporter des matières premières. Alors je ne parle pas de pétrole, bien sûr, hein, mais si on parle d'agri, si on parle de métaux, de certains produits, l'utilisation des conteneurs devient de plus en plus forte. Alors il y a deux raisons pour ça.
il y a une question d'arbitrage de prix, mais il y a deux raisons. Il y a le fait que les chaînes, notamment dans l'agri, deviennent de plus en plus sophistiquées, de plus en plus efficaces. Et donc, on veut toucher de plus en plus près les besoins. Et du coup, le conteneur permet de faire des quantités beaucoup plus réduites et beaucoup plus efficaces. Le logistique des conteneurs est imparable de ce point de vue-là. Et l'autre logique qui est intéressante aussi, c'est que vous l'avez compris, les flux de matières premières, ils vont de celui qui a à celui qui n'a pas. Et du coup, par exemple, aujourd'hui, la Chine est un pays qui importe des matières premières de manière considérable. Mais donc, il y a beaucoup de bateaux, de vraquiers, etc., qui vont vers la Chine, mais qui reviennent à vide. Alors que le conteneur, lui, permet d'avoir une autre utilisation qui n'a plus rien à voir avec les matières premières, là, à ce moment-là, pour repartir vers les zones classiques d'exportation d'un pays tel la Chine. Simon, est-ce que vous pouvez nous apporter votre vision très opérationnelle sur le sujet? Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous apporter une petite vue un peu plus opérationnelle. Simplement un premier slide qui exprime un peu les volumes aujourd'hui de conteneurs de par le monde. Alors, on raisonne en TEUs. Comme je sais qu'on a une assistance avec des experts maritimes, je suis sûr que vous connaissez tous ce que veut dire le TEUs. Au cas où, le TEUs, ce qu'on appelle l'équivalent 20 pieds. Donc, un TEUs, c'est un conteneur 20 pieds. Deux TEUs, c'est un conteneur 40 pieds. Simplement pour donner un petit peu, mettre en exergue le fait que les flux les plus importants aujourd'hui au monde en termes de conteneurs, ce sont les flux intra-Asie qui se développent de façon extrêmement importante et qui continuent de se développer avec évidemment la Chine au centre de tous ces flux. Après, de façon logique, et comme ça a été exprimé, on ressent effectivement les flux au départ de l'Asie vers l'Amérique Nord, donc vers les États-Unis, et aussi depuis l'Asie vers l'Europe. Les autres flux, comme vous pouvez le constater, en termes de volume, sont beaucoup moins importants. Donc évidemment que les gros navires dont nous avons besoin en conteneurs vont se positionner sur les axes asiatiques. Moi, au travers de l'expérience que j'ai avec mes clients, il y avait deux points que je souhaitais mettre un peu en avance, et c'est ce qu'on retrouve aussi ici. Vous voyez que le flux au départ de l'Europe à destination de l'Asie, même s'il est largement inférieur en termes de TEUs, a une croissance légèrement plus importante à l'import d'Asie. Et c'est vrai qu'on ressent chez nos clients un développement de l'exportation de marchandises vers l'Asie. Alors l'Asie, comme c'est exprimé, est une région, un continent qui se développe, avec un pouvoir d'achat qui se développe. On le ressent donc principalement évidemment dans le luxe, dans la cosmétique, dans le wine and spirit, dans tout un tas d'autres produits. On le ressent aussi beaucoup au travers de produits dans le domaine du périssable. Et quand je parle de périssable, il y a le pharmaceutique, mais il y a aussi tous les produits alimentaires qui connaissent une très grosse croissance. Aujourd'hui, pour DHL, à peu près 50% de nos flux en maritime, en conteneurs, sont réalisés à l'exportation. Donc ce n'est pas uniquement que d'importation. Et quand je regarde un petit peu le scope de nos clients, 50% de nos clients sont des petites ou moyennes entreprises françaises, et pas uniquement que des grands groupes internationaux. Alors, je souhaitais parler simplement d'exemples d'un ou deux clients qui, pour moi, m'ont toujours paru un peu symptomatiques de cet enthousiasme que l'on a à l'exportation. Par exemple, j'ai toujours été étonné de voir des clients, par exemple, dans le domaine de ce qu'on appelle le pet food, c'est-à-dire de l'alimentation animale, et en plus particulier pour les chiens et chats, parce que pour moi, s'il y avait bien un produit qui n'avait pas besoin de marquer son origine, c'était bien l'alimentation animale. Eh bien, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des entreprises, et j'en ai pas qu'une, des clients qui exportent des milliers de conteneurs de nourriture animale et qui font des croissances de 5-10% par an vers l'Asie, mais vers d'autres continents, tout simplement parce que c'est, et même dans ce domaine-là, le Made in France qui a son importance. Il y en a franchement de développement de flux comme ça avec des clients dans le domaine animal, mais aussi dans le domaine, par exemple, sur la Chine, d'exportation de cochons, de pieds de cochon, d'oreilles de cochon. Ça peut paraître surprenant, mais c'est énorme. Le lait en poudre au départ de la France vers l'Asie, on en parle parfois de façon anecdotique au niveau des informations, mais ce sont des dizaines de conteneurs par jour qui partent de l'Europe, de la Hollande et du Danemark, qui partent vers la Chine. Donc le domaine à l'exportation se porte de mieux en mieux vis-à-vis de ce qu'on a connu par le passé. Au niveau du transport de marchandises à haute valeur ajoutée, alors oui, effectivement, c'est le deuxième aspect que je souhaitais mettre en exergue dans le domaine du transport. On a remarqué dans les années passées un switch assez important de nos clients qui, par le passé, utilisaient le mode aérien pour réaliser leur exportation de produits, donc notamment des produits à forte valeur ajoutée, puisqu'il fallait qu'ils puissent supporter le coût du transport. Remarquez ce switch depuis l'aérien vers le domaine du maritime.
J'ai deux secteurs d'activité en tête, l'automobile avec de plus en plus de conteneurisation, de consolidation de fournisseurs européens à destination de l'Asie, mais aussi en appro. Et puis un secteur qui s'est beaucoup développé dans le domaine du conteneur, c'est le secteur pharmaceutique, qui utilisait beaucoup par le passé l'avion, mais qui, en utilisant le conteneur, a pu diviser par 10 ses coûts de transport. Alors, bon, je sais que vous êtes du domaine de l'assurance, donc quand on vous parle de produits pharmaceutiques, vous devez penser à des produits de forte valeur. Et c'est vrai que j'ai pu assister à de nombreuses fois à des discussions d'un côté entre des laboratoires pharmaceutiques qui prenaient la décision de switcher leur volume de l'aérien vers le maritime, avec des conteneurs qui parfois avaient des valeurs qui montaient à 500 000 $, 1 million de dollars, 2 millions de dollars. J'ai eu même des conteneurs qui sont montés à 7 millions de dollars. Et de l'autre côté, des compagnies maritimes qui pouvaient avoir une approche un petit peu différente parce que 1 ou 2 conteneurs de marchandises d'un laboratoire, quel que soit son nom, sur un bateau qui va peut-être charger 7-8 000 conteneurs, ça n'a pas le même impact. Par contre, d'un point de vue assurance, c'est vrai que pour les compagnies maritimes, c'est des conteneurs à 7-8 millions de dollars avec la gestion sur le port, la gestion sur le bateau et tous les impacts que ça pouvait avoir sur leur police d'assurance, c'était pas neutre. Donc il y avait parfois des discussions un petit peu schizophrènes comme ça entre les compagnies maritimes et leurs impératifs et des laboratoires qui étaient en train de découvrir un petit peu le monde du maritime. J'aimerais également que vous nous disiez quelques mots sur l'initiative chinoise One Belt One Road avec le rail transcontinental et voir si ça va capter une partie justement du transport maritime. Est-ce qu'il y aura un switch à ce niveau-là? Alors le rail, c'est le produit qui est le plus... Alors même si dans mon scope de directeur maritime, j'ai aussi le rail, ça fait partie des produits que nous développons chez DHL. Et le rail est un produit qui n'est plus une chimère. Pardon, le rail n'est pas un produit chimère, c'est un produit qui connaît un vrai développement avec des croissances de volume extrêmement importantes. On assiste à des croissances d'à peu près 30% par an. Le rail, selon certains analystes, le rail devrait atteindre dans les années 2020-2021 à peu près 1 million de TEUs entre la Chine et l'Europe. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un produit qui se développe extrêmement bien, qui demande une organisation bien rodée, avec plusieurs hubs du côté chinois. On a aujourd'hui 14 hubs côté chinois, 3 hubs côté européen, avec des organisations dédiées qui vont assurer donc le transit de ces marchandises. Évidemment, le gain pour les clients, il est évident, c'est-à-dire que pour des clients qui aujourd'hui ont le choix entre le maritime et l'aérien et qui doivent parfois faire des arbitrages entre le transit time et le coût, le rail offre l'avantage d'avoir des transit time relativement plus intéressants que le maritime. Et on peut avoir des transit time entre certains points de Chine et la Pologne où nous avons notre hub qui sont de 12 jours. Donc c'est extrêmement intéressant vis-à-vis des transit time maritimes. Par contre, d'un point de vue coût, évidemment que les coûts sont beaucoup moins importants par le rail qu'ils ne seraient par aérien. Voilà, simplement. Écoutez, ça me permet de faire l'enchaînement sur le fret aérien. Jean-Yves, quelle est l'évolution au niveau des flux? Alors, le fret aérien, sur les 10 dernières années, a connu une période de croissance assez chaotique. La courbe de croissance ressemble à beaucoup des courbes que vous avez vues ce matin, avec un trou très marqué en 2009, une phase de récupération, puis une phase de stagnation, avant qu'il y ait une reprise un peu plus significative sur les années les plus récentes. Alors, si on prend un indice 100 au début 2007, on est aujourd'hui à un indice environ 150 sur les masses transportées. Alors, quand on regarde en détail comment a évolué ce fret aérien, le courrier a fortement baissé, puisqu'il a baissé de 3% en moyenne par an. Par contre, le général cargo a augmenté légèrement, de 1,7%. C'est l'express, avec 5,4% de croissance moyenne sur la période, et les petits colis postaux, avec 10% de croissance moyenne sur la période, qui ont tiré l'activité. Alors, la croissance des 5 dernières années est en moyenne de 3%, tout confondu, dont près de 11% sur 2017. Alors, la période a aussi été caractérisée par un décalage assez fort entre l'offre et le trafic. Sur 10 ans, il y a eu 7 années pendant lesquelles la croissance de l'offre a été supérieure à la croissance du trafic. Donc, une période de surcapacité quasi permanente, avec un rééquilibrage partiel en toute fin de période l'année dernière, en 2017. Alors, cette surcapacité a plusieurs origines. Au départ, la crise de 2008, mais également l'amélioration de l'efficacité du transport maritime, qui vient d'être évoqué par conteneurs, qui ont fait qu'une partie des surcapacités du maritime ont été exportées vers l'aérien. Mais enfin, cette troisième raison, c'est l'apparition d'avions passagers, Boeing 777 en particulier, qui offrent de gros volumes de soutes
Et donc l'arrivée d'avions nouveaux côté passagers a eu un impact sur l'offre de transport aérien de fret. Quand on regarde après les flux sont tirés par la Chine, beaucoup, hein, Chine du Sud ou Chine de l'Est, avec des taux de croissance moyens depuis 2000 de 7% sur la Chine du Sud et de 10% sur la Chine de l'Est en moyenne annuelle sur la période. En termes de nature des produits transportés, je l'ai déjà dit, c'est l'e-commerce et l'express qui ont vraiment tiré le développement, et avec une conséquence assez sensible d'une beaucoup plus forte saisonnalité des trafics, des flux que par le passé, avec des pointes de fin d'année extrêmement marquées liées à l'express et liées aux petits colis. Autre effet, le nombre d'expéditions a fortement augmenté, mais la taille des expéditions a diminué, puisque maintenant vous avez des colis individuels ou pratiquement. Voilà pour le panorama global du fret aérien sur les 10 dernières années. Très bien. Pour vous, l'avenir du fret aérien ? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est le taux de croissance. Le fret aérien va continuer à se développer. Traditionnellement, entre la croissance du PIB et la croissance du fret aérien, vous aviez un coefficient multiplicateur supérieur à 2, de l'ordre de 2,3. C'était historiquement la réalité du fret aérien. Sur les dernières années, on est plutôt à des facteurs multiplicatifs de 1,2 à 1,4. Donc on peut s'attendre à ce que le fret aérien continue sa croissance, liée à la croissance de l'économie, mais sur un coefficient multiplicateur plus modéré que par le passé. Jean-Yves, on va un peu bousculer nos habitudes de maritimistes et parler de transport aérien de passagers également. C'est un sujet qu'on a peu évoqué, voire pas du tout. Et on aimerait avoir votre vision sur l'évolution des flux aussi. Alors je pense que tout le monde dans la salle le sait, le transport aérien de passagers connaît une croissance soutenue depuis longtemps, alors avec les mêmes aléas, les mêmes creux, un creux très marqué en 2009, mais on a un taux de croissance soutenu interannuel du transport aérien de passagers. Pour une base 100 en 2007, on est à 180 en 2017, donc taux de croissance soutenu. Quand on regarde l'évolution interne à ce mode, les grandes caractéristiques qu'on peut noter sur les 10 dernières années, c'est d'abord en Europe un très fort développement du low cost. On a désormais la moitié du transport aérien court-moyen courrier en Europe qui est fait par des compagnies low cost. Vous les connaissez, Ryanair, EasyJet, Vueling et d'autres. Alors, un mot pour bien préciser ce qu'on appelle le low cost. Le low cost, c'est une offre de produits simplifiée. La simplification du produit permet une réduction de coûts, mais elle permet surtout une optimisation de la production par une réduction des temps d'escale. Et donc, un nombre d'heures de vol par avion très supérieur à ce que faisaient traditionnellement les compagnies aériennes. L'autre grande caractéristique du produit low cost, c'est une commercialisation directe. Le low cost doit aussi son développement à l'Internet. C'est aussi une segmentation de l'offre, c'est-à-dire que vous payez ce que vous achetez, vous n'avez pas de bagage, vous ne payez pas pour le bagage, vous ne mangez pas à bord, vous payez, si vous voulez manger, vous payez, donc une segmentation de l'offre. Et donc, avec néanmoins des nuances dans cette offre low cost, entre Ryanair, qui est vraiment le low cost absolu, qui pendant longtemps volait de nowhere to nowhere, des aéroports paumés vers des aéroports paumés, en créant néanmoins des flux de trafic très importants. Donc, qui sont vraiment ils ont été jusqu'à tout récemment dans une obsession du coût le plus bas possible pour tirer les prix les plus bas possibles. Et vous avez à l'opposé le modèle d'EasyJet qui très tôt s'est positionné sur les grands aéroports pour capter une partie du trafic d'affaires, dans une logique aussi low cost, mais en acceptant de perdre sur la productivité en opérant sur des lignes qui permettent de retrouver des passagers d'affaires. Ce développement du low cost a eu une influence sur l'offre des opérateurs traditionnels qui ont eux aussi développé la commercialisation par Internet, eux aussi segmenté leur offre, et donc on a une influence d'un modèle sur l'autre. Le troisième grande caractéristique de la période pour le transport de passagers, c'est l'explosion en long courrier, cette fois-ci, des transporteurs du Golfe. Alors, on connaît tous Emirates en particulier, vous avez également Etihad, vous avez Qatar, qui ont pris une place éminente sur un modèle différent, qui est celui de la correspondance long courrier, long courrier.
Alors, ils ont tiré parti de la position géographique des États du Golfe, qui sont au milieu des terres émergées quand on met à part l'Amérique. Vous prenez tout le reste des terres émergées et vous cherchez le centre, vous tombez sur le Golfe. Et ils ont tiré parti de cette position géographique et se sont appuyés sur une politique d'État, avec en particulier Dubaï, par exemple, qui a de façon délibérée soutenu le développement du transport aérien long courrier. La prochaine étape, est-ce que c'est le low cost sur le long courrier? Est-ce envisageable? Alors, le low cost sur le long courrier est émergent. Alors, en Europe, c'est en particulier la compagnie norvégienne qui cherche à développer ce segment. Pour l'instant, elle perd pas mal d'argent, au point qu'elle est devenue une cible pour des acquéreurs éventuels. Je pense que oui, le low cost long courrier va se développer, mais il n'a pas les mêmes capacités de développement que le low cost court et moyen courrier. En particulier, les compagnies traditionnelles utilisent déjà très bien leurs avions et gagner sur les temps de demi-tour ou ce genre de choses, vous aurez des fractions de gains beaucoup plus faibles. L'économie que vous pouvez faire aussi sur le produit, par la simplification du produit, sont plus limitées. Vous ne pouvez pas partir pour un vol de 12 heures en disant je ne mangerai pas, je ne boirai pas et je partirai qu'avec un bagage à main, surtout si vous partez pour une durée relativement longue. Donc oui, le long courrier low cost va se développer, mais il n'y aura pas, je pense, la phase explosive qu'on a connue en court et moyen courrier. Merci messieurs pour cette première partie. Nous allons maintenant basculer vers le gigantisme. Donc, c'était le premier thème évoqué lors des tout premiers rendez-vous de l'assurance transport en 2009. Et il est temps de faire un bilan et de voir comment ces 10 ans ont évolué. Alors, venant de Saint-Nazaire, je suis évidemment très attaché au gigantisme, parce que vous savez que nous faisons les plus grands paquebots et nous avons fait aussi les plus grands pétroliers, puisque le Bactylus faisait 500 000 tonnes à l'époque. Et la particularité, c'est qu'il ne pouvait ni franchir Malacca ni le Pas-de-Calais. Donc on sait que les plus grands pétroliers, on a abandonné justement parce qu'il faut qu'ils aillent partout. Par contre, on a vu vraiment le gigantisme arriver dans tous les secteurs, y compris dans les rouliers européens, puisqu'on a des rouliers maintenant qui sont de très grande taille. On a les transporteurs de voitures, on a les cas des minéraliers avec les Valmax, dédiés notamment au trafic entre le Brésil et la Chine, puisqu'on est à 400 000 tonnes. On a battu les vieux records des années 80 pour les minéraliers. Donc ça, la tendance de fond, c'est le gigantisme. Alors quand vous prenez une croissance d'une flotte dédiée à répondre en principe à une croissance des marchés plus le gigantisme, vous avez cette tendance que j'ai notée là sur ma feuille, c'est qu'en 2008, vous aviez 400 millions de tonnes de ports en lourd de flotte mondiale. Aujourd'hui, vous en avez 800 millions, donc une flotte de vraquiers qui a été doublée par 2, et pour les capsize, les plus grands, multipliée par 3. Le résultat, il est simple. Si on revient à la courbe, si on avait la courbe je vais vous le montrer, je garde un peu de suspense. Si on avait la courbe des trafics et la courbe de la flotte, on voit bien qu'il y a une grande différence, et donc la surcapacité faisant plonger les taux de fret au plus bas. Maintenant, je peux le montrer. Parce que, hop, on va essayer d'avoir... non, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, il faudrait qu'on m'aide à revenir sur notre PowerPoint à nous. Si on peut le faire ou pas. Bouton vert. Mais je crois que ça avance sur les autres présentations. Sinon, je continue, c'est pas grave. Évidemment, la tendance, elle est forte. Alors, c'est beaucoup mieux quand il y a un graphique. En gros, vous avez une flotte qui est multipliée, on va dire, par 3 pour un trafic multiplié. Bonne nouvelle, non, peut-être? Non, on n'y arrivera pas. Alors évidemment, j'appelle ça le phénomène de la pince à cornichon. C'est à peu près simple, c'est très difficile à dire quand on n'a plus de graphique. En gros, vous avez une flèche, une flotte qui va très très vite et un trafic qui va très très bas. Et comme voilà, on est dans un alors c'est bleu et rouge. Donc voilà, c'est ce que j'appelle le syndrome de la pince à cornichon. On prend un index au début des années 2000 ou à peu près, on met à peu près tout à 100 et on compare. Et vous voyez bien que les flottes, que ça soit dans le conteneur, on va y revenir, que dans le vrac, on crue beaucoup trop vite. Et évidemment, tous les spécialistes des marchés, et notamment des marchés maritimes qui sont un peu comme les marchés des matières premières, des marchés assez propres du point de vue de l'offre et la demande, peu perturbés par des phénomènes qui ne sont pas économiques. Évidemment, avec ces tendances-là, vous avez des taux de fret qui sont relativement bas, voire au niveau plancher. Et chaque petite inclinaison du trafic vers le haut et de la flotte vers le bas, ou un ralentissement, évidemment, crée un différentiel plus faible, ce qui fait que les taux de fret se
se restaure et on le voit plutôt les taux d'affrètement, hein, puisqu'on parle de transport maritime, les taux d'affrètement, et d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, ça a été présenté, la croissance des vracs est plutôt bonne sur 2018 et comme les flottes sont plutôt maîtrisées, on se retrouve avec un BDI qui repart un tout petit peu. Ce qui était très impressionnant, c'est après avoir commenté les montagnes de 2007-2008, aujourd'hui on commente la moindre vaguelette dans les marchés maritimes, c'est-à-dire la moindre oscillation autour de 10 000 $ fait l'objet de commentaires sur la reprise ou l'effondrement des taux d'affrètement, alors que bon, on a connu des grandes vagues. Enfin, c'est le métier. Puis on l'a dit aussi tout à l'heure, hein, le métier d'armateur, comme celui du négociant, c'est de jouer à la hausse et à la baisse. Donc l'intérêt, c'est que ça bouge, pas forcément que ça soit stable. Et les armateurs le savent bien. L'intérêt, c'est que ça bouge, puisqu'on peut gagner des sous à la hausse comme à la baisse. Si on prend les porte-conteneurs, on a évidemment la course au gigantisme. Alors ça, vous le savez, parce que vous voyez la presse maritime ou des fois l'actualité avec ces géants qui sont livrés. Alors évidemment, on a l'arrivée des 17, des 18 000, des 20 000, des 21, des 22 000, peut-être un jour des 24 000. Alors j'avoue que l'expert que je suis, passant son temps à dire que c'est la dernière taille possible, il est souvent démenti par l'actualité. Petite nuance, les navires font toujours à peu près 400 mètres de long sur 70 mètres de large. Ça reste à peu près le format. Alors après, on optimise de plus en plus. Mais rassurons-nous, c'est plutôt un format qui est standard parce qu'il y a un moment, il faut que ça puisse tourner dans les ports. Enfin, il faut que les lois de la géométrie portuaire vont faire qu'il y a quand même une petite limite. J'ajoute aussi l'arrivée des 10 000 EVP qui est relativement important parce qu'on a parlé des marchés sud. Il y a beaucoup de pays qui se développent, l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Afrique. On voit arriver des 9 000 à 10 000 en Afrique. Donc il ne faut pas oublier, il n'y a pas que les grands géants, il y a aussi les petits géants des marchés émergents avec des contraintes de modernisation portuaire relativement importantes et d'où effectivement les investissements des acteurs européens comme chinois dans les infrastructures et dans les services en Chine. Et juste pour finir, évidemment, avec cet effet de pince encore plus marqué, hein, puisque si vous regardez, on passe de 1 à 5 pour la flotte, hein, pour 1 à 3 pour le marché, pour le conteneur. On voit évidemment que les taux d'affrètement, mais derrière les taux de fret, ce sont évidemment été très très mauvais à certaines époques, ce qui explique aussi les tendances qu'on a pu voir sur le marché, évidemment la fameuse crise qui n'est une non-crise pour tout le monde, à part les observateurs de transport maritime, qui est cette crise de 2015-2016 dont on parlera dans le thématique d'après, des lourdes conséquences. Voilà à peu près pour ce panneau de mes 2 pinces à cornichons préférés. Merci Paul. Simon ? Oui, alors c'est vrai qu'on a constaté par les années passées une vraie crise, notamment dans le domaine du conteneur. Comme ça a été souligné par Paul, il y a une course au gigantisme de la part des compagnies maritimes, avec l'objectif pour les compagnies de prendre des parts de marché et puis de réduire leurs coûts de production, si l'on peut dire, ramener au TEU. Simplement, la crise est passée par là, les volumes ont baissé et nous avons dû faire face à une situation où nous avons une vingtaine de compagnies maritimes qui cherchaient absolument à remplir leurs bateaux par tous les moyens. Et quand vous avez des gros bateaux et qu'il faut les remplir, le meilleur moyen pour les compagnies maritimes longtemps était d'essayer de piquer la part de leurs petits copains. Pour piquer la part des petits copains, c'était une guerre au prix. Et on l'a constaté, c'est vrai, l'effondrement des taux de fret. Alors j'ai juste regardé un petit peu dans mes archives, si je puis dire. En 1997, j'étais à Shanghai et pour un conteneur 40 pieds en import de Shanghai sur le Havre, le taux de fret tournait à peu près aux alentours des 3 800 $. En mars 2016, qui a été vraiment un creux juste après le nouvel an chinois, après le nouvel an chinois, c'est toujours un peu une slow season dans le domaine de l'import Chine, le taux de fret maritime était tombé quasiment à 200 $ du conteneur 40 pieds. Ce qui veut dire que ça coûtait 3 fois moins cher de faire venir un conteneur 40 pieds de Shanghai jusqu'au Havre que de faire la livraison de ce même conteneur depuis le Havre jusqu'à la région parisienne. Donc dans ces conditions-là, c'est vrai que les compagnies maritimes ont dû réagir. Elles ont essayé beaucoup de solutions pour faire face à cette surcapacité. Vous les connaissez, les solutions, ça a été de détruire une partie de leur flotte, ça a été de mettre une partie de leurs navires à l'ancre, ça a été de réorganiser leurs services pour réduire les services si c'était possible. Ça a été aussi, dans un certain nombre de cas, de réduire le transit time des navires pour consommer moins de carburant. Au final, ça nous a conduit à cette situation qui va être évoquée de la consolidation avec la faillite de la compagnie Engine. Depuis, les données ont changé, les compagnies se sont réorganisées et essayent maintenant au maximum de suivre au plus près alors peut-être la pince à cornichon, mais moi je dirais plus l'adéquation entre l'offre et la demande. Et dès que l'offre de capacité se retrouve légèrement supérieure à ce que veulent les clients, essayer de retirer de la capacité ou d'ajuster leur capacité pour se retrouver le plus proche possible de cette demande.
C'est le cas, par exemple, après chaque nouvel an chinois, où là, on ressent tout de suite les compagnies qui vont faire ce qu'on appelle des blank selling, c'est-à-dire que pendant une période, puisqu'après le nouvel an chinois, on a une réduction des volumes, les compagnies maritimes vont faire le maximum pour retirer de la capacité pendant une période de plusieurs semaines et donc éviter une chute trop importante des prix. Maintenant, dans ce qu'on a constaté aussi du côté des chargeurs, avec cette stratégie, enfin avec cette chute des prix, c'est vrai qu'on a eu des stratégies du côté de nos chargeurs qui ont été parfois très, très différentes. On a eu des chargeurs qui ont eu des stratégies d'achat de moyen terme, long terme, c'est-à-dire avec des stratégies d'achat à 6 mois, à 1 an, comme ils le font souvent, comme ça peut être le cas dans la grande distribution, donc qui organisent leur flux de logistique pour une période de temps assez longue. Maintenant, on a constaté pendant cette période-là une grande importance de ce qu'on appelle de l'achat au marché spot, c'est-à-dire qu'on constatait des clients qui, lorsqu'ils voyaient que les taux de fret symbolisés par le Shanghai Index étaient fortement à la baisse, allaient acheter du taux de fret au marché spot, ou voire dans certains cas même avec de très grandes sociétés qui avaient des négociations qui se faisaient sur des bases de 3 mois, voire sur des bases de 1 mois. Ce sont des conditions de négociation qui ont changé depuis. Au niveau des infrastructures portuaires, quelle est la conséquence pour vous au quotidien ? Il est évident que lorsque vous avez des bateaux de 20 000 qui arrivent sur les ports européens, il faut la capacité de recevoir ces bateaux-là, de gérer leur volume. C'est un vrai problème aujourd'hui auquel nous devons faire face parce que tous les ports européens ne sont pas à même d'accueillir des bateaux d'une telle taille. Le souci auquel nous faisons face aujourd'hui avec la consolidation, c'est qu'il y a une réduction du nombre de services plus une concentration des arrivées. Par exemple, les arrivées de navires qui viennent d'Asie ont la mauvaise habitude de tous arriver sur la fin de semaine ou sur le week-end, ce qui veut dire qu'à ces périodes-là, vous avez un afflux de conteneurs sur les ports comme le Havre. Un des grands soucis auxquels nous devons faire face aujourd'hui, c'est la gestion de tous ces conteneurs pour la partie post-acheminement. C'est comment gérer tous ces conteneurs et les mettre en livraison chez nos clients. Nos clients ont encore l'habitude de dire mon bateau qui arrive le week-end, je veux mes conteneurs dédouanés le lundi, le mardi, etc. On a un gros problème aujourd'hui de capacité. Déjà, pour un port comme le Havre, on a donc 2 terminaux qui vraiment tournent TDF et TNMSC, là où autrefois on avait aussi le support d'un autre terminal. On a un gros problème aussi avec nos transporteurs routiers, puisque le transport routier a dû faire face par les années passées à des crises importantes. Et on a une forte réduction du nombre de transporteurs. Or, aujourd'hui, on a besoin de ces transporteurs-là et on les cherche et on cherche à les fidéliser. Et troisième point aussi qui est très embêtant pour les transporteurs routiers, c'est le problème des chauffeurs routiers. C'est très basique, mais il y a un grand manque de professionnels du transport routier et on fait face donc à... Je dirais, autrefois, on avait peut-être des problèmes de congestion sur les navires. Maintenant, des problèmes de congestion à destination avec un manque de camions et de chauffeurs pour relivrer les conteneurs. Donc, ça demande toute une réorganisation des flux et la gestion et changer les habitudes de nos clients pour livrer ces conteneurs. Donc, les solutions à cette saturation ? Alors, les solutions à la saturation, pour nous, ça va être déjà, comme j'indiquais, de retravailler avec nos clients pour qu'ils s'autorisent un peu plus de temps dans la gestion de leur flux, notamment en post-acheminement. C'est-à-dire qu'ils s'organisent pour que les conteneurs qui arrivent par exemple le week-end ne demandent pas systématiquement des livraisons le lundi, mardi, mais qu'on puisse s'organiser pour les livrer durant la semaine. Ça va être aussi dans cet esprit-là une très grande anticipation dans la gestion des flux. On demande de plus en plus à nos clients, et notamment cette période-là, d'avoir des gestions de leur livraison à 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire qu'en ce moment, mes équipes sont en train de planifier des livraisons de conteneurs qui vont se faire sur début mi-juillet. Et puis, ça va être aussi l'utilisation au maximum de tous les modes intermodaux. On parle beaucoup des modes route. C'est vrai qu'en France, on est très axé sur la route. Mais maintenant, il y a des solutions avec la barge, notamment sur l'axe de la Seine et du Rhône, et des solutions rail qui vont permettre de gérer des flux de conteneurs en synchronisation avec la route. Je m'explique. Avec de grandes sociétés, ce qu'on leur demande simplement de s'organiser, c'est les livraisons les plus rapides, les livrer avec les solutions route. Pendant ce temps, les autres conteneurs sont chargés sur des solutions rail, sur des solutions barge, avec des solutions de stockage sur des terminaux comme à Gennevilliers ou à Valenton. Et ensuite, on fera les relivraisons une fois que les premiers conteneurs ont été absorbés. Là, c'est particulièrement un problème français ou européen ? Non, c'est partout. J'ai aussi le même, en parlant avec mes collègues européens. Anvers a une saturation de ces solutions barges. Mes collègues allemands ont des saturations aussi avec leur gestion sur les ports de Brême et sur les ports de Hambourg. C'est vraiment un problème qui devient crucial. Et aujourd'hui, la gestion du pré- et post-acheminement est presque aussi importante que la gestion du fret maritime en lui-même. Je peux ajouter.
En fait, on a un espèce de paradoxe, c'est que les Américains qui ont un grand Pacifique ont un espèce de système roulant avec des navires de 10 000 EVP dans des petits terminaux, des solutions ferroviaires et logistiques qui permettent d'avoir du roulement. Et puis en plus, chez Walmart, il y a une consommation made in China qui est toute l'année, donc qui tourne. Là où l'Europe est en train d'avoir des très gros navires avec une très forte polarisation portuaire, notamment sur le range nord, ce qui fait qu'il y a une espèce d'efficience maritime qui après bute sur un espèce de grand modèle un peu qui commence à être ou congestionné ou encombré, qui est les ports européens, plus le système intermodal, plus le système logistique qui est souvent pas du tout en adéquation avec le système portuaire comme c'est fait en Europe. Et finalement, ça finit par être un problème que je pense que les chargeurs finissent par voir que cette économie maritime efficiente, on l'a dit, l'économie d'échelle du transport maritime, finalement finit par faire une chaîne logistique qui est très longue et qui est peut-être victime aussi de son gigantisme. Merci. Un autre sujet, toujours lié aux outils, Jean-François, c'est la nécessaire évolution sur la prise de conscience des problématiques environnementales, de l'évolution de la réglementation par rapport à ces sujets. Et pour vous, quel est le principal impact au niveau maritime ? Alors, il y a là pour le coup une révolution qui va se produire au 1er janvier 2020. L'Organisation maritime internationale, IMO en anglais, va imposer l'utilisation de carburants pour les bateaux qui vont avoir un degré de soufre beaucoup plus faible, de 3,5% à 0,5%. Et c'est dans les tuyaux depuis maintenant plusieurs mois. La question qui se pose, et j'aimerais bien d'ailleurs que Paul nous en dise un mot peut-être tout à l'heure, c'est est-ce que vraiment le marché a pris conscience? Alors, il me semble, moi, du point de vue du commerce de matières premières, j'ai l'impression qu'il y a un grand déni, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un bras de fer entre le régulateur, l'AMO, et qui va imposer cette règle à partir de 2020, qui ne veut pas changer d'avis, et les professionnels qui disent c'est juste pas possible, personne n'est prêt pour cela. Alors, ça va avoir des conséquences considérables, ça va avoir des conséquences d'abord pratiques parce qu'il faut adapter les bateaux, soit en faire des nouveaux qui fonctionnent au gaz naturel, soit mettre des pots d'échappement, des scrubbers, qui coûtent qui coûtent cher. Je crois que le surcoût d'un scrubber pour un VLCC, pour un tanker, c'est 2,7 millions de dollars si c'est neuf. Mais si on le rajoute sur un tanker existant, je crois que c'est beaucoup plus. Donc, la première chose, c'est le coût et la mise en place, parce qu'il faut que toute la flotte s'adapte. Parce que si la flotte ne s'adapte pas, elle ne va pas pouvoir s'alimenter et elle ne va pas pouvoir fonctionner dans les normes. Et l'autre chose, c'est sur le plan des matières premières, c'est quel approvisionnement pour ce fuel à faible teneur de soufre. Où est-ce qu'on va le trouver? Aujourd'hui, les raffineries ne le produisent pas ou peu. Donc il va y avoir probablement, potentiellement, un surcoût très important au moment de la mise en place de ces normes. C'est-à-dire que tout le monde on va devoir se précipiter vers du fuel à très faible teneur de soufre. Où va-t-on le trouver et à quel prix? Donc il va y avoir quand même quelques éléments qui vont changer considérablement la donne. La question est de savoir si on va pouvoir passer ces surcoûts dans le cadre des marchés que vous avez décrits comme étant très compliqués. Est-ce qu'on va pouvoir passer ces surcoûts au client final? Simon, est-ce que vous pensez qu'au niveau de vos chargeurs, l'aspect environnemental est primordial? Alors l'aspect environnemental chez nos clients on le ressent de plus en plus présent, notamment dans les grands groupes. J'ai notamment le cas de grands groupes du domaine de la cosmétique qui aujourd'hui axent, dans les critères de décision dans leurs appels d'offres, l'environnemental est un secteur clé. Avec, je ne citerai pas les noms, mais un grand groupe cosmétique qui accorde plus de 30% de sa décision à la gestion environnementale de la chaîne qui lui est proposée. Et deuxièmement, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps de l'occasion de participer au dernier round, si on peut dire, d'un appel d'offres dans lequel nous étions plusieurs confrères convoqués.
Et la décision, un des critères de décision devait être comment nous allons gérer une situation de crise, comment nous allons la gérer d'un point de vue environnemental. Donc peut-être que ce sont encore des situations qui sont un petit peu anecdotiques dans des grandes sociétés, mais il est certain que de plus en plus aujourd'hui, l'aspect environnemental s'impose, du moins dans les grandes sociétés, et demain sans doute avec les petites et moyennes sociétés. Merci. On va revenir sur l'aérien et sur les outils, sur le gigantisme. Qu'en est-il au niveau tant du fret aérien que des avions passagers? Alors, concernant le fret aérien, je voudrais faire un parallèle avec ce que j'ai entendu à l'instant sur le conteneur au départ de Shanghai. La surcapacité dans le fret aérien s'est traduite par un coefficient de remplissage dégradé et une recette unitaire dégradée, avec un point bas qui a été atteint également en 2016. Donc on a le même calendrier que pour le conteneur au départ de Shanghai. Alors, côté cargo, la grande caractéristique de l'évolution des outils, c'est une part de plus en plus forte de l'offre dans des soutes des avions passagers. C'est le 777 jusqu'à maintenant, la 350 et le 787, qui sont donc les avions les plus récents long courrier, ont la même caractéristique d'une offre soute importante au profit du cargo. Et donc on est passé d'un ratio où l'offre était à 60% en 2010 dans les soutes passagers, 40% en avion tout cargo. On est maintenant à 67-23. Et quand on se projette sur les années à venir, on constate que l'achat de capacité à travers les commandes d'avions, c'est à plus de 75% des avions passagers qui feront l'offre cargo de demain. Et moins de 25% qui feront des avions tout cargo qui feront l'offre cargo aérienne de demain. On a d'ailleurs le constat suivant, c'est qu'en face de milliers d'avions passagers commandés, il y avait jusqu'à il y a quelques jours, 39 livraisons d'avions cargo encore prévues sur la période 2019-2023. Viennent de s'y rajouter une commande de FedEx de 12 767 et de 12 777 entre maintenant et 2025. Donc on a des petits nombres d'avions cargo prévus à la livraison. Et ils se concentrent très très massivement sur les expressistes. C'est-à-dire que les avions tout cargo, il y a des compagnies comme Cargolux par exemple, qui ne sont pas un expressiste et qui font de l'avion cargo, mais ça devient une part marginale et les grands opérateurs cargo sont des compagnies aériennes de passagers qui utilisent aussi les soutes de leurs avions passagers pour faire du cargo et non que marginalement des avions tout cargo pour des offres bien précises, pour pouvoir répondre aux besoins de leurs clients sur des destinations où il n'y a pas de trafic passager ou pour faire des animaux vivants ou des hors-gabarits ou des choses comme ça. Donc maintenant, on est vraiment dans une évolution où la part de l'offre faite sur avions passagers va encore se renforcer. Alors côté avions passagers, cette fois-ci, on vient de connaître une phase de commande massive d'avions chez Boeing ou chez Airbus. En cours moyen courrier, c'est la 320 Neo pour Airbus et le 737 MAX pour Boeing. Et plus marginalement, le 6 Series de Bombardier, sachant que le 6 Series va être repris et est à compter de juillet prochain par Airbus. Le côté long courrier, les avions sont long courrier contemporain, nouveau, en cours de livraison, c'est le 787, c'est encore le 777, modérément la 330 côté Airbus et la 350. Alors, un mot de la 380. La 380, c'est un avion qui est très apprécié pour son confort par les passagers, mais qui a une économie plutôt décevante. Il a un coût à l'étape important puisque c'est un gros avion. Il a un coût au siège offert qui ne se démarque pas significativement du 777 ou de la 350 ou de la 787. Donc finalement, c'est très difficile à commercialiser. Le nombre de routes sur lesquelles il est pertinent pour des compagnies européennes, par exemple, est relativement limité. C'est devenu l'outil d'un opérateur qui est Emirates. Et il y a eu une négociation récente entre Emirates et Airbus, où c'était un jeu de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », Airbus menaçant d'arrêter l'avion, et Emirates se retrouvait avec une dégradation très forte de la valeur de ses avions. Et inversement, Emirates
menaçant d'eux. Et donc, c'était vraiment un jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc, c'est un avion qui est vraisemblablement arrivé trop tôt et n'apportant pas un gain économique au siège suffisant pour justifier la croissance de l'offre. Et les tendances pour l'avenir après la 380 ? Alors, les tendances pour l'avenir, c'est d'abord de digérer les livraisons des formidables commandes de ces dernières années, parce qu'il y a des livraisons pour des années et des années. Donc c'est d'abord ça. Et puis il y a même une interrogation. Il y a une offre dite Middle of Market Aircraft, sur lequel Airbus offre l'A321 avec une nouvelle motorisation, qui peut permettre de faire des étapes relativement le long courrier, du transatlantique très facilement, sur des flux de trafic plus limités, donc permettant une offre point à point plutôt que de passer par les correspondances, qui peut être un outil de développement du low-cost long courrier. Donc cet avion MMA, il y a une offre Airbus, il n'y a pas d'offre Boeing aujourd'hui. Boeing n'a pas l'équivalent et ne peut pas tirer son 737 jusqu'à en faire une offre équivalente à la 321 Neo. Donc il y a un point d'interrogation sur est-ce que Boeing va lancer. S'il le lance, de toute façon, ça n'aura un effet qu'en toute fin de période. Très bien. Comme vous avez pu le percevoir, cette course au gigantisme a eu un impact majeur sur les acteurs du secteur par une rationalisation de ce monde. Donc, on va commencer par le maritime. Je brosse rapidement pour le vrac, pour ne pas oublier, et le pétrole. On est dans des mondes très atomisés, on le sait tous. La consolidation arrive vraiment par les plus grands groupes, avec un petit peu de fusion. On pense à Euronave et Navigate sur le pétrole. Je voulais juste rappeler des chiffres qui montrent que dans ces 10 dernières années, les Européens ont tous sauf perdu la main, puisqu'aujourd'hui, ils contrôlent encore 34% du secteur du vrac et 42% du secteur du pétrole. Néanmoins, on voit l'apparition des ambitions chinoises, puisqu'il n'y a plus que 2 grands conglomérats publics en Chine, mais dans les 2 conglomérats, de grosses commandes de VLCC, de méthaniers ou de vraquiers de bon gabarit. Donc encore une domination européenne, mais une affirmation chinoise qui entend bien quand même maîtriser ses outils maritimes. Mais ce qui a plutôt retenu l'attention, c'est ça, c'est-à-dire la fusion-acquisition et les méga-alliances de la conteneurisation. Alors on voit bien comment, du point de vue un peu analytique, le point bas de 2015-2016 a ruiné quasiment les comptes de la plupart des armateurs de moyenne taille, a totalement ruiné Engine, puisque Engine a disparu en 2016, et d'une manière plus générale, un mouvement de fusion-acquisition, je tiens à le rappeler, qui vient quand même d'origine gouvernementale. Séoul n'a rien fait pour sauver Engine. Les Japonais, bon là c'est privé, mais on voit bien l'intention japonaise de se rassembler en un seul armement. Le gouvernement de Singapour a abandonné APL-NOL pour le vendre à CMA-CGM. Et le gouvernement chinois a quasiment sacrifié China Shipping pour sauver COSCO. Donc on voit bien ce mouvement de consolidation qui a évidemment une importance sur le marché, puisque seulement 7 à 8 acteurs européens et asiatiques. On a parlé aussi Yangmin, qui est aujourd'hui détenu majoritairement par des intérêts publics de Taïwan, qui pourrait très bien fusionner avec Evergreen. Je vous renvoie sur les méga-alliances, évidemment, des mouvements à l'intérieur de ces méga-alliances qui se sont déjà réorganisés, et donc un monde conteneurisé qui s'organise, en tout cas pour les grandes lignes Est-Ouest, sur ces méga-alliances avec ces armateurs de moins en moins nombreux. Alors la question qu'on va évidemment poser à Simon, c'est l'influence qu'il peut y avoir entre un marché qui s'est rétréci du point de vue des acteurs, qui est consolidé aux certaines alliances, et évidemment le poids qu'il y a derrière sur les chargeurs, puisque l'intérêt de tout ça, c'est toujours la même chose, c'est de restaurer les taux de fret. Alors il est vrai que depuis la faillite de Engine, le monde a bien changé pour le maritime et pour le conteneur. Enfin, il a changé, donc faillite d'Engine, puis ensuite on a vu petit à petit l'arrivée de ces fusions, et comme l'a souligné Paul, les fusions ne sont sans doute pas finies, ce sont même les acteurs du secteur qui le disent eux-mêmes. Simplement, il est vrai que dans un monde où autrefois nous avions une quinzaine d'acteurs maritimes, nous sommes arrivés à un monde où nous avons donc aujourd'hui 5-6 grands groupes ou 7 groupes qui fonctionnent avec 3 alliances. Donc ça a changé un petit peu la donne vis-à-vis dans la relation entre les chargeurs d'un côté et les compagnies maritimes. Les compagnies maritimes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, elles ont qu'un souhait, c'est de suivre au plus proche possible la demande du marché en termes d'offres pour s'assurer que leurs taux de fret ne vont pas subir une chute due à une avalanche de capacité.
Ce que je remarque, moi, surtout, c'est que l'attitude aussi des chargeurs évolue aussi avec le temps. C'est-à-dire que nos chargeurs, alors évidemment, la notion du prix sera toujours une notion extrêmement importante, puisque c'est souvent le nerf de la guerre. Mais on sent bien que les acteurs, que les chargeurs ont pris en compte cet aspect que la négociation à outrance s'était terminée et que maintenant la relation avec les compagnies maritimes va passer par une relation de partenariat qui sera beaucoup plus pérenne dans le temps. C'est aussi un point important pour les chargeurs de s'assurer au travers de ce partenariat qu'ils auront toujours accès à la capacité, puisque autant par le passé, charger sur fret, sauf à de rares périodes de peak season, ça n'était pas un problème. Autant aujourd'hui, on pourrait faire face à des situations où la capacité viendrait à manquer. Et les compagnies maritimes, de ce côté-là, sont extrêmement attentives à ce que les clients tiennent leurs engagements et, dans les périodes tendues, parfois sont assez pointilleuses sur l'allocation des espaces à des clients sur les volumes apportés. On remarque aussi, comme j'ai souligné tout à l'heure, cette contrainte aussi sur l'environnement que l'on sent de plus en plus présente chez de gros chargeurs. Alors, je parlais au travers des appels d'offres, c'est vrai aussi sur les gestions de ce qu'on appelle les pré- et post-acheminement, avec de plus en plus de suivi de ce qu'on appelle les gestions par barge, les gestions par rail, plutôt que les gestions par camion, évidemment, quand c'est possible. Et puis, dernier point que l'on ressent de plus en plus présent chez nos clients et qui devient quelque chose d'extrêmement intense, c'est le besoin qu'ils ont de plus en plus de maîtriser leur flux. C'est-à-dire que nos clients, aujourd'hui, dans ce nouveau monde de la digitalisation, ont besoin de plus en plus de savoir où est leur conteneur à l'instant T. Où est-ce qu'il se retrouve, à quel endroit sur l'océan, sur quel bateau, etc. Ils ont besoin de visualiser où est leur marchandise. Et de plus en plus aussi, un point qui est extrêmement important, ça s'intensifie, c'est la gestion aussi la maîtrise des flux au travers d'un certain nombre de KPIs. On est vraiment rentré dans l'ère du KPIs avec les mesures qui sont faites sur tout un tas de critères qui peuvent être les transit time évidemment des compagnies maritimes. Vous devez s'assurer que les compagnies maritimes tiennent leur transit time et c'est un point qui est important de mesurer le transit time pour le calcul de la chaîne logistique, mais ça va être aussi des transit time, des KPIs sur les pré- et post-acheminement, des KPIs sur les délais pour réaliser les opérations de douane, des KPIs sur le respect des conteneurs dans les livraisons des conteneurs, etc. etc. Donc c'est des points qui, pour nous, qui sont devenus extrêmement importants et maintenant, de façon extrêmement régulière, avec les nouveaux outils qui existent de suivi, on apporte à nos clients donc des tableaux de bord de suivi de la performance de leur chaîne logistique, que ce soit sur la partie maritime ou que ce soit sur la partie pré- et post-acheminement. Merci. Jean-François, les chargeurs en vrac, les traders, l'évolution de ce marché. Alors, il y a deux sortes de chargeurs en vrac. Il y a d'abord les miniers. Donc, on sait très bien qu'il y a quelques acteurs et ça va rester dans les mains de 4-5 acteurs maximum. Donc, le gros du flux sont dans les mains de ces acteurs. En ce qui concerne le marché de l'agriculture et des matières premières agricoles, là, on assiste à on va vers une consolidation assez forte des grands acteurs. On avait traditionnellement, on les appelait les ABCD, ces fameux acteurs ADM, Cargill, Bunge, Dreyfus, etc. Et aujourd'hui, si on finit l'année avec les mêmes acteurs, on pourra s'estimer heureux. Aujourd'hui, un Bunge est sous la menace d'un Glencore. Un Louis Dreyfus peut tout à fait évoluer dans les mains d'un nouvel acteur émergent du type le chinois, non pas COSCO, mais COFCO, qui est aujourd'hui le grand acheteur de matières premières agricoles du monde chinois. Donc on assiste à des regroupements, on va assister à des regroupements, et ces regroupements sont inévitables pour deux raisons. D'abord, les processus, pour qu'ils sont de plus en plus industriels et de plus en plus efficaces. Et donc, il faut être extrêmement fort, extrêmement solide pour pouvoir les maîtriser et pouvoir gagner de l'argent sur ces processus. Et deuxièmement, et Philippe y a fait allusion tout à l'heure, le commerce des grandes matières premières, du type grain, du type soja, etc., sont des commerces qui sont devenus très peu rentables et très efficaces et
quelque aléa climatique dont on parle, on n'en voit pas forcément les effets. Ce qui fait qu'il n'y a pas assez pour les traders ont besoin de marchés qui décalent, qui ont besoin de variations de prix. Ils ne les trouvent plus, ces variations. Donc ça veut dire que le processus devient très très peu rentable. Et donc tout dépend de la chaîne et de l'efficacité de la chaîne logistique. Pour la traiter bien, il faut être gros. Merci. Je me tourne vers vous, Jean-Yves. Au niveau de l'aérien, est-ce qu'on a les mêmes types de concentration? Alors, dans le côté aérien, j'y ai fait allusion tout à l'heure, on a eu la montée en puissance des opérateurs du Golfe. Emirates d'abord, Etihad, Qatar. C'est vrai en passager, c'est vrai aussi en cargo. On le sait moins en cargo parce que c'est moins évoqué dans la grande presse. Mais le numéro 1 du fret aérien aujourd'hui, c'est Emirates, le numéro 1 mondial. Le numéro 2, c'est Qatar Airways. Lufthansa n'arrive qu'en 3e position. Dans ces opérateurs nouveaux, relativement nouveaux, il y en a un dont on parle relativement peu, mais qui a le premier réseau mondial en passagers, qui est Turkish Airlines, et qui a des taux de croissance extrêmement soutenus, aussi bien en fret qu'en passagers, et qui tire un avantage de sa position géographique, comme le Golfe, avec un deuxième avantage par rapport aux compagnies du Golfe, c'est d'avoir une population propre, des Turcs, nombreux, et d'avoir aussi une localisation géographique qui est peut-être un tout petit peu moins exposée aux aléas géopolitiques que ne peuvent l'être les compagnies du Golfe. Deuxième caractéristique de la période, c'est la restructuration profonde des compagnies américaines. Elles sont toutes les grandes compagnies américaines sont passées sous la loi chapitre 11, la loi sur les faillites, et se sont restructurées sous le contrôle du juge avec une baisse drastique de leurs coûts. Et ensuite, elles ont fusionné deux par deux, American Airlines avec US Airways, United Airways avec Continental et Delta Airlines avec Northwest. Elles sont donc, on en est maintenant arrivé à 4 opérateurs principaux sur le marché domestique américain, avec la low-cost historique Southwest. Cette restructuration extrêmement drastique des compagnies US a eu comme conséquence de freiner le développement des low-cost. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez la low-cost historique qui est Southwest, mais vous n'avez pas eu le développement très fort de l'offre low-cost qui a pu exister en Europe. Et c'est en partie dû au fait que les compagnies traditionnelles, sous le chapitre 11, ont su se restructurer. Le deuxième effet de cette concentration, c'est une maîtrise bien meilleure de l'offre. Le transport aérien a souffert pendant très très longtemps de ne pas savoir maîtriser son offre et d'être régulièrement en surcapacité. Sur le marché américain, à 4, 3 plus 1, ils arrivent très bien à maîtriser leur offre et donc ils ont vu s'envoler leur rentabilité. Je pense qu'ils ont vraisemblablement atteint un pic de rentabilité parce que le pétrole est un peu remonté par rapport au point bas qu'il a pu connaître, mais aussi parce que leurs coûts salariaux sont repartis à la hausse. Lors du passage sous chapitre 11, ils ont réduit les salaires de façon extrêmement brutale, jusqu'à 40% pour les pilotes. Et même maintenant, les pilotes, comme il y a une pénurie mondiale de pilotes, font savoir qu'ils entendent avoir leur part du gâteau. Alors, ça c'était donc le volet américain. Le volet européen, il y a eu là aussi... j'ai déjà évoqué le développement des low-cost. Il y a eu également une restructuration, une concentration chez les opérateurs traditionnels. Alors, c'est Air France et KLM qui avaient montré la voie en 2004 en ayant une fusion intra-européenne mais binationale. Aujourd'hui, c'est l'opérateur des 3 opérateurs qui ont résulté de cette phase de concentration. C'est aujourd'hui l'opérateur le moins performant et le moins complet. Vous avez à côté IAG, donc avec une dominante British Airways, qui a repris, au sein d'IAG, vous avez Iberia, vous avez Vueling, vous avez Aer Lingus, et vous avez donc Iberia a connu une restructuration extrêmement forte, avec une réduction de capacité, mais aussi une réduction très très forte de ses coûts. Et IAG est de tous les groupes, des 3 groupes européens, celui qui a maintenant la plus forte rentabilité. Le plus puissant, c'est le groupe Lufthansa, qui regroupe autour de Lufthansa Austrian Airlines, Suisse et SN Bruxelles, donc des héritages de compagnies traditionnelles, basées chacune dans leur propre pays, mais aussi ils ont développé, à côté de l'offre Lufthansa traditionnelle, une offre dite Eurowings, qui
qui fait une offre de point à point, tout ce qui n'est pas les plateformes de correspondance de Francfort et de Munich. Et ils ont repris une partie importante des actifs de Oberlin qui avaient fait faillite. Et donc, ils ont maintenant à la fois une stratégie claire, lisible et une puissance de frappe sans équivalent en Europe. Autour des 3 pôles européens et des 3 compagnies américaines se sont formées 3 alliances mondiales. On a un peu le même schéma qu'en maritime. Avec One World, vous avez American Airlines, British Airways. Star, vous avez United Airlines, Lufthansa. Et SkyTeam, vous avez Delta Airlines, Air France, KLM. Et autour de ces 3, dans ces 3 alliances, vous avez des partenaires en Asie. Pour SkyTeam, par exemple, ça va être Korean Airlines, ça va être China Southwest et China Eastern, et des partenaires en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. Donc vous avez maintenant 3 méga-alliances, et l'intérêt principal de ces alliances est du côté de l'offre, de la qualité de l'offre commerciale. Ça vous permet de multiplier les destinations et d'utiliser pleinement, avec toute leur efficacité, les programmes de fidélisation des clients et les programmes de firmes, parce que vous êtes capable de vendre le monde entier. Une question. Un dernier point sur ces alliances, elles commencent à connaître ou à entraîner des participations croisées. Vous avez aujourd'hui Delta Airlines qui a pris des parts dans Air France KLM, vous avez également China Eastern qui a pris des parts dans Air France KLM, et Air France KLM qui s'apprend à prendre des parts dans Virgin. Donc on a un début de consolidation capitalistique, mais embryonnaire. Les alliances, pour l'instant, sont encore à dominante commerciale. Est-ce que je peux vous poser une question au niveau du fret? L'émergence des flottes du type DHL ou du type FedEx, est-ce que c'est un élément majeur ou un élément marginal dans l'image que vous avez peinte? Dans ce que j'ai indiqué tout à l'heure, les croissances les plus fortes sont effectivement du côté de l'Express. Donc les croissances des expressistes sont importantes. Mais Federal Express doit être le 5e ou 6e opérateur cargo, et UPS doit arriver 2 ou 3 rangs derrière. Donc ils ne sont pas, par les volumes transportés ou les masses transportées, ils ne sont pas les opérateurs principaux. Et ils continuent à s'appuyer sur certaines parties du monde, par exemple sur l'Afrique, FedEx n'a pas de vol. Et donc ils s'appuient sur des opérateurs cargo traditionnels pour des acheminements sur l'Afrique, par exemple. Est-ce que cette concentration va se poursuivre à l'avenir, ou est-ce qu'on est déjà au bout avec ces 3 méga-alliances? Alors c'est un gros point d'interrogation. Je pense que dans des zones géographiques relativement homogènes, la concentration va se poursuivre. J'ai évoqué Norwegian tout à l'heure. Il y a 2 candidats à prendre le contrôle de Norwegian, Lufthansa d'un côté, British Airways de l'autre. Donc oui, ça se continuera à l'intérieur d'une zone comme l'Europe. Est-ce que dans ces méga-alliances mondiales, il va y avoir des effets de concentration? Aujourd'hui, la réglementation, il fait obstacle. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas détenir, quand vous êtes un étranger, plus de 25% d'une compagnie aérienne américaine. En Europe, la barre est à 49%. Donc vous avez une situation dans laquelle, pour l'instant, les contrôles capitalistiques ne sont pas possibles. Est-ce que c'est susceptible de bouger dans une période où le vent souffle plutôt au protectionnisme? On peut avoir quelques doutes. Qu'est-ce qui se passerait si Air France KLM devait continuer à décliner? Est-ce que qui a de l'argent dans le secteur pour éventuellement investir dedans? C'est les Chinois ou les Américains aujourd'hui, mais ce n'est pas interdit par la réglementation. Je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Merci. Alors, nous avons vu le gigantisme, la rationalisation des flottes. Nous allons maintenant aborder le sujet de l'évolution des risques, avec un focus sur les événements maritimes et avec une vision donc par Paul et
un aspect très concret de ces événements par Simon. Voilà, on est à peu près rodé maintenant sur comment on fonctionne. Donc moi, je présente rapidement la courbe. Bon, alors, elle vient évidemment des statistiques, c'est les pertes totales. Alors évidemment, accidentologie, toujours pareil, entre les pertes totales et puis les incidents faisant des dossiers d'assurance, c'est un peu différent. Mais enfin, on remarque quand même sur une décennie une division par 2 des pertes totales de navires. Alors est-ce que c'est les progrès des navires, les progrès de la sécurité, la formation des hommes? Enfin, je laisse toutes les questions ouvertes. La question, évidemment, c'est qu'on sait qu'il y a moins de pétroliers médiatiques qui coulent. Et d'un autre côté, on voit des marchés nouveaux. Je pense par exemple aux latérites de nickel qui ont fait les fameuses carènes liquides sur des vraquiers en mer de Chine du Sud. Des nouveaux accidents arrivés avec des nouvelles marchandises, de nouvelles conditions. Et puis on peut, je me souviens plus exactement du nom du navire, mais les condensats, l'accident qui a eu lieu au sud du Japon, et tout le monde sait. J'ai eu le téléphone du journaliste qui me demandait, et je me retrouve à pas savoir ce que c'est qu'un condensat. Donc vite aller vérifier ce que ça peut être. Et exactement ces nouveaux accidents qui arrivent, enfin ces accidents classiques qui arrivent avec des nouveaux produits posant des nouvelles questions de sécurité maritime et de réglementation. Alors, gigantisme, on part du principe qu'en général, les navires plus gros couleraient moins vite, en tout cas ont moins d'accidents. Sauf problème, c'est qu'ils ont un emport qui est beaucoup plus important. Et puis on pourrait poser la question, mais entre le feu sur le Hyundai Fortune en 2006 et le feu sur le Maersk Onam, la différence entre un 15 000 et un 5 000 EVP quand ça brûle. Et d'où la question, c'est pas forcément aujourd'hui la question des pertes totales, notamment pour les porte-conteneurs, mais des incendies. Et incendies qui pourraient aussi avoir sur des bateaux à passagers, évidemment, avec des nombres de passagers importants. Donc l'incendie finit par être un problème important et qui pose des questions d'assurance qui sont bien différentes que ce qu'était évidemment la perte totale de navires ou des échouements comme on voit pour certains petits porte-conteneurs. Simon, le Maersk Onam. Oui, alors on a regardé un petit peu l'exemple le plus récent que l'on ait, ce qui est du Maersk Onam. Alors d'une façon générale, chez DHL, en France, on a à peu près 2 ou 4 cas d'avaries communes par an. Sur le Maersk Onam, quand j'ai regardé un petit peu les flux, alors évidemment on parle de Maersk, mais pour nous, il y avait aussi des conteneurs MSC, il y avait aussi des conteneurs Hyundai, des conteneurs en Boursude sur ce navire-là. Il y avait, alors je parle au niveau du groupe DHL, en général, il y avait des conteneurs en sortie de Corée, de Chine du Nord, de Chine du Sud, de Thaïlande, de Malaisie, qui allaient vers la Tunisie, vers Fos, vers La Spezia, Genova, vers Valence, Barcelone, donc l'Espagne, même qui allaient sur la Russie, donc sans doute au travers de la Black Sea, et même des conteneurs qui partaient vers le Canada. Bon, pour nous, chez DHL, évidemment, on est organisé pour gérer ce genre de situation. On a des équipes qui sont dédiées, une équipe en France qui est dédiée à la gestion au sens général de ce qu'on appelle litige claim et qui prend en charge donc la gestion de ce genre de dossier. Quand on fait un peu le point avec ces équipes-là, comment est-ce que ça se passe vis-à-vis des clients? Ce que l'on remarque souvent, c'est que pour les clients, ils sont toujours extrêmement étonnés comment ça se passe, la gestion d'un problème, si je puis dire, maritime de ce genre-là. Déjà, ils sont étonnés lorsqu'on leur dit vos conteneurs sont à Djebel Ali. Et quand est-ce que je vais les récupérer? Ça ne va pas se faire tout de suite, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a certaines procédures à respecter. Ensuite, ils ne sont pas toujours au courant donc, des process d'assurance, et ainsi de suite, comment ils doivent le gérer avec leurs assureurs. Le problème le plus important auquel on fait face, c'est évidemment lorsqu'on commence à leur parler d'avarie commune et toutes les conséquences de l'avarie commune. Parce que quand on leur dit votre conteneur n'est pas touché, ils disent ouf, je suis tranquille, mais non. Vous risquez d'être impacté par, entre guillemets, tous les frais et les charges qui vont être répartis sur tous les chargeurs. Et là, je suis toujours extrêmement surpris de voir le nombre de clients qui viennent nous voir lorsqu'on leur parle d'assurance, parce que nous proposons une assurance qui couvre l'avarie commune chez DHL. Le nombre de clients qui viennent nous voir en nous disant non mais c'est bon, j'ai ma propre police d'assurance. On dit mais renseignez-vous si vous êtes couvert sur l'avarie commune. Quand ils font la démarche, un nombre important d'entre eux se rendent compte qu'ils ne sont pas couverts pour ce genre de situation. Et on a eu le cas d'un très grand distributeur qui gérait ses importations d'Asie, qui s'est rendu compte un peu tardivement qu'il n'était pas couvert sur l'avarie commune. J'ai eu le cas d'un autre client que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le Lyonnais, qui a fait des exportations vers le Vietnam sur lequel il n'avait pas d'assurance. On lui a expliqué donc, tout ce qui était avarie commune, etc., tout ce que ça allait impacter. Oui, monsieur, je veux m'assurer. 3 mois après, il n'était toujours pas assuré. Deuxième litige, il s'est repris une deuxième avarie commune. Toujours pas au courant vraiment du process avarie commune. Et j'ai revérifié avant de faire la conférence si ce client-là avait s'était couvert en termes d'assurance. Il n'a toujours pas une couverture d'assurance qui va lui permettre de supporter si jamais une troisième situation se présente à lui. Donc, je suis toujours un petit peu surpris parfois de l'attitude de certains chargeurs vis-à-vis des assurances, toujours dans l'esprit que ça ne peut arriver qu'aux autres.
Juste un point aussi sur lequel je voudrais insister lorsqu'on parle un petit peu de l'évolution du risque. Ce qu'on rencontre aussi du côté de nos clients, c'est que pour eux, donc, comme on l'a indiqué tout à l'heure, il y a la gestion globale donc, de la chaîne logistique en domicile-domicile, avec le pré-achitement, le post-achemittment, la partie maritime. Et donc, ils prennent des décisions sur la gestion en termes de date de livraison, de chaîne d'approvisionnement basées sur des informations théoriques. On se rend compte très régulièrement que malheureusement les bateaux ne sont pas à l'heure, qu'il y a des erreurs de transbordement et ainsi de suite. Et les clients ne prennent jamais en compte tous ces aspects qui sont liés quand même à l'aspect maritime. De même, lorsqu'ils prennent des décisions en termes de choix logistiques, souvent les décisions peuvent être décidées par des choix axés sur les coûts et non pas non plus sur la partie sécurisation des flux. J'en parle parce qu'on a eu aussi les cas d'exemple d'un client, d'un industriel qui importe toujours des pièces du Canada, des pièces qui sont importées sur des conteneurs flat. Et il avait le choix on lui a proposé 2 solutions, soit la solution de faire Canada-Le Havre en direct, soit une solution avec transbordement à Rotterdam. Pour des raisons de coût, il a fait le choix de faire un transbordement à Rotterdam. Malheureusement, lors d'un transbordement, le portique a heurté la pièce qui était sur le flat. Et finalement, il s'est avéré que la pièce était défectueuse et n'était pas utilisable. Ce n'est que le lendemain, lorsqu'on a fait le débrief avec le client, qu'on s'est rendu compte, avec le client nous a avoué que cette pièce-là était unique et que reproduire la même pièce allait prendre 6 mois. Donc 6 mois d'attente avec toute une chaîne qui était en stand-by, le temps de reproduire cette pièce-là pour continuer sa production. Donc c'est toujours un petit peu des points sur lesquels on insiste avec le client. Regardez bien l'aspect de vos assurances, si vous êtes couvert sur tous les cas de figure, notamment le cas de l'avarie commune. Et puis ne vous laissez pas guider uniquement par des aspects coûts. Regardez aussi à toutes les applications de la chaîne, notamment en termes de transit time. Laissez-vous un petit peu de marge de manœuvre dans vos flux. C'est préférable. Mais bon. Après, il y en a qui écoutent, il y en a qui écoutent un petit peu moins. Ça nous laisse encore une marge de progression pour notre assurance. On a encore de beaux jours devant nous, ça nous rassure. Au niveau de l'aviation, les accidents aériens oui, est-ce que je pourrais avoir la slide suivante ? Voilà, donc l'évolution du nombre d'accidents est très fortement orientée à la baisse. En fait, il y a eu une prise de conscience collective dans l'industrie du transport aérien il y a une vingtaine d'années, que sur les taux d'accidents de l'époque, combiné au taux de croissance de l'époque, on était parti pour avoir un accident majeur par semaine. Et ce qui était évidemment totalement intolérable pour l'avenir du transport aérien. Donc il y a eu une prise de conscience collective de la nécessité de réduire de façon très très sensible le taux d'accidents. Et cette prise de conscience a conduit l'ensemble des acteurs, que ce soit les administrations, les constructeurs d'avions, les compagnies aériennes, à agir pour mieux maîtriser le risque de l'accident aérien. Alors, qu'est-ce qui a permis de réduire de façon aussi drastique le taux d'accident ? C'est la modernisation des flottes avec de nouveaux équipements. C'est aussi la surveillance des administrations de tutelle, la FAA en Europe, la FAA aux États-Unis, l'EASA en Europe, mais c'est également un changement de culture dans les compagnies aériennes où on est passé d'une logique de faute à une logique de l'erreur, et avec un souci d'instaurer une culture juste permettant la remontée d'informations et une bonne analyse et une bonne maîtrise des risques. Donc on est arrivé désormais à un point relativement bas, avec une conséquence, c'est qu'on a beaucoup appris des accidents passés, mais que maintenant qu'il y a beaucoup moins d'accidents, ça comporte 2 dangers. Un, de se laisser aller sur ses lauriers en se disant ça y est, la partie est gagnée, ou 2, de ne plus apprendre de nouvelles choses, puisqu'il n'y a pas de nouveaux accidents permettant de tirer des enseignements. Et donc on est passé à une logique où on cherche à analyser davantage les incidents d'exploitation, qui eux se produisent toujours et sont relativement nombreux, et peuvent être des signes précurseurs d'un éventuel accident, et qui donnent une matière plus significative à l'analyse, permettant de rechercher à progresser encore dans la maîtrise du risque. On a aussi en phase d'équipement donc une décision internationale qui a été prise. Tous les avions vont être désormais suivis, ce qui n'était pas le cas. Vous le savez tous à travers l'accident de la Malaisiane qui allait se perdre quelque part au fin fond de l'océan Indien. Désormais, alors, il prend toujours un peu de temps pour le mettre en place sur les avions existants, mais toutes les flottes mondiales vont être suivies en temps réel, et donc permettra d'avoir là aussi une contribution à la sécurité des vols.
toutes les compagnies aériennes ont un souci de la sécurité des vols. C'est vraiment quelque chose qui est largement partagé dans l'industrie. Il y a eu de temps en temps des débats sur est-ce que les low-cost sont aussi sûrs qu'eux. Oui, les low-cost sont aussi sûrs. Enfin, en tout cas, la statistique démontre qu'il n'y a pas d'écart, aucun écart significatif en matière de sécurité des vols entre les low-cost et les opérateurs traditionnels. Le point sur lequel on peut peut-être s'interroger, c'est que quand on voit que les compagnies low-cost on peut développer leur capacité à gérer les incidents d'exploitation. Un avion qui arrive après le couvre-feu, les passagers se débrouillent, ils sont sur un aéroport dérouté, tant pis, enfin, c'est certaines d'entre elles en tout cas. Donc que se passerait-il sur leur capacité à gérer une crise en cas d'un accident et à s'occuper des victimes, des familles immédiatement après? Ça, c'est peut-être le point sur lequel on peut avoir une interrogation, mais sur leur souci de la sécurité des vols, là, il n'y en a pas. Merci Jean-Yves. Merci messieurs d'avoir tenu le timing. Donc je sais que vous auriez pu parler des heures sur chacun des sujets, mais on a été très synthétique. Je vais vous demander en guise de conclusion de résumer ces 10 dernières années en une phrase ou les 10 prochaines années. Jean-François ? En une phrase, je pense qu'on est en train de passer de la globalisation heureuse à la globalisation subie. Elle est nécessaire, les chaînes sont ce qu'elles sont, mais je pense qu'on rentre dans un monde où la globalisation va être moins acceptée par les sociétés, moins acceptée par le politique, et donc il va y avoir un décalage de plus en plus grand entre les exigences des industries, des grands acteurs, et la réalité et la perception des sociétés et des politiques. Ça va donc créer beaucoup de tensions pour les prochaines années. Paul ? Évidemment, c'est l'écart, le fameux écart entre les tendances de marché qui sont relativement chaotiques. J'ai déjà dit, on ne sait jamais comment d'un semestre à l'autre ça va être. Et d'un autre côté, une surcapacité pénalisante. On va payer longtemps les excès d'optimisme et aussi les tentations spéculatives de beaucoup d'armements du début de la précédente décennie. Et puis, on l'a dit, il y a toutes ces nouvelles tendances, le duo un peu infernal entre le prix de l'énergie et puis les normes environnementales qui va finir par poser problème. Et aussi des problèmes d'assurance, parce que le bon ou mauvais usage d'un scrubber ou des histoires de carburant dans la motorisation vont peut-être poser aussi des questions de ce type-là. Et puis on doit ajouter un nouveau terme qui a commencé à venir, alors sous le nom de digitalisation, numérisation, tout ça, c'est la cybersécurité des systèmes en eux-mêmes, par nuisance, pour rançonnage, etc. Ce qui fait que l'industrie maritime, rentre dans le 21e siècle comme tout le monde, c'est-à-dire cette recherche d'efficience, de compréhension des marchés et de risques accélérés parce qu'aujourd'hui, les contraintes sociétales ou simplement les contraintes des progrès technologiques sont lourds et le monde de l'armement n'y échappe pas comme d'autres à ces tendances de fond. Simon ? Alors pour moi, ce que je retiens des 10 dernières années, et même d'une façon générale, c'est le formidable vecteur de développement dans le commerce mondial qui a été le conteneur et que continuera à être le conteneur, avec, comme on l'a exprimé, de plus en plus de commodités qui sont conteneurisées. Comme l'a exprimé Paul, la consolidation inévitable du secteur maritime, avec tout ce que ça peut impacter derrière. Et pour ce qui est de l'avenir, moi, ce que je ressens de plus en plus de nos clients, c'est vraiment le besoin pour nos clients d'avoir, grâce, encore une fois, à travers de tous les outils qui existent aujourd'hui, le besoin de maîtriser et de mesurer sans arrêt, sans fin, leur chaîne logistique. Et quand je parle de chaîne logistique, je parle non pas uniquement du maritime port-to-port, mais vraiment du domicile-domicile. Merci. Jean-Yves. Oui, mais je pense que les 10 ans qui viennent vont être marqués par l'émergence internationale dans le transport aérien de la Chine. Les compagnies chinoises ont connu une croissance forte, mais elles ne pèsent pas encore internationalement de façon très, très significative. Aujourd'hui, 30% des achats d'avions nouveaux sont le fait de compagnies chinoises, 30% des nouveaux pilotes sont des pilotes chinois. Et donc on va connaître dans les années à venir un impact de la croissance chinoise dans le transport aérien international beaucoup plus significatif que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Merci messieurs. Mais écoutez, on va vous laisser méditer sur ces bonnes paroles pendant l'heure du déjeuner. Je ne sais pas s'il y a temps pour des questions. Merci. Alors, à moins qu'il y ait des questions, ou alors on tient le planning tel que c'est prévu. Ce qu'on vous proposait. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation et cette table ronde. Je crois qu'on peut vous applaudir en effet.
Alors, à circonstances un petit peu exceptionnelles, puisque on vous en parlait ce matin, à l'initiative du Sésame, on aura peut-être un petit bouleversement de programme aux alentours de 16 h. Certains d'entre vous sauront pourquoi. Mais rassurez-vous, on tiendra évidemment l'ensemble du programme qui est prévu. Nous allons partir déjeuner maintenant. On vous propose de revenir en salle vers 14h15, si c'est possible. On essaiera de gagner un petit quart d'heure. Et toutes les séquences qui étaient prévues cet après-midi se tiendront bien évidemment comme convenu. La table ronde sur la blockchain par laquelle on démarrera tout à l'heure. Après, on aura peut-être un petit interlude avec une projection télévisée. Le remise du prix de l'étudiant qui se tiendra à ce moment-là à 16h45. Alors vous aurez calculé qu'entre 16h et 16h45, il y aura 45 minutes de distraction. Et ensuite, la clôture par notre intervenante, Madame Kerdelan, qui viendra nous voir vers 17h45 également. Et évidemment, le cocktail au Cercle Interallié à 20h. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je voudrais simplement vous signaler que cet après-midi, ne sera pas totalement anecdotique, qu'il est un marché mondial auquel vous pouvez vous intéresser. Je vous ai parlé du transfert de Neymar. Je vérifiais ce matin. Le marché mondial des transferts de football a été l'année dernière de 6,4 milliards d'euros. Et vous imaginez toutes les chevilles, toutes les articulations qu'il va vous falloir assurer à l'avenir.